Dites donc vous, est-ce que vous avez des regrets? Alors parlons-en. Je trouve que cet épisode-là, ça nous pousse à nous connecter avec une notion de regret que j'ai pas du tout. Mm. Tu vois, parce que la question, c'est un petit peu, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait autrement? Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé faire, etc. Et en fait, je crois pas, parce qu'il y a pas mal de choses où, si je les avais fait plus tôt, ça aurait peut-être pas marché, ou ça aurait pas été le bon moment, ou alors j'aurais pas eu les expériences que j'ai eues pour pouvoir le. Donc, je pense qu'il y a une question de timing, mais j'ai quand même réussi à identifier certaines choses qui collaient. Tu vois, j'ai exclu les trucs du type commencer à investir parce que, Pareil. déjà, on en a parlé beaucoup. Mm. Mais voilà, si j'avais investi plus tôt, j'aurais peut-être fait le problème du gars qui après a pas d'apport pour s'acheter un premier appart et du coup qui doit liquider son, et après tu reviens pas, ce genre de choses. Donc je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses qui se sont passées au bon moment. Mais justement la première chose que je partagerais, c'est quelque chose qui est en rapport avec ça, qui permet justement d'être sûr de pas se faire avoir et de faire les bonnes choses au bon moment. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux développer sur cette notion de comment est-ce que tu as préparé l'épisode? Je suis 100% sur la même longueur d'onde que toi, c'est-à-dire que je crois que si je devais revenir en arrière, je me donnerais probablement pas certains conseils que je vais vous dire aujourd'hui, parce que je suis comme toi, c'est-à-dire que j'ai jamais pris une gamelle telle que j'aimerais revenir en arrière pour changer. Je suis très content de tout ce qui s'est passé. Et comme tu dis, même des erreurs que j'ai faites, elles m'ont forgé, elles ont fait qui je suis aujourd'hui. Et je pense que, et j'ai éliminé comme toi le fait, il faut épargner tôt, il faut faire du DCA sur ETF à 20 ans. Non, en fait, c'est des conseils que je donne parce que moi, mon audience, elle cherche à augmenter son patrimoine. Donc, oui, quelqu'un dont c'est la priorité, faites ça. Mais d'un autre côté, je trouve ça bien à 20 ans aussi de claquer son argent, de plus en avoir, de se dire, moi, ma priorité, c'est de sortir pour certains, de voyager pour d'autres. Moi, j'ai beaucoup voyagé quand j'étais jeune. Et si je faisais un voyage dans le temps pour me dire épargne, investis, machin et tout, je me dis, mais j'aurais eu une vie triste, en fait. Ma vie de 20 ans à 30 ans, elle aurait été triste. Je suis bien content finalement d'avoir dépensé de l'argent, d'avoir fait des bêtises, etc. Donc, je suis assez d'accord avec toi. Moi, j'ai pas de regrets non plus. Ça, c'est cool. J'ai pas de regrets. Et en fait, c'est des petits tips, en fait, plutôt que des gros changements que je me serais donné. Il y a un truc aussi, c'est que je pense que c'est parce que j'ai été épargné par certains trucs, tu vois. Les choses qui pourraient te pousser à revenir en arrière, pour moi, c'est des trucs du type un énorme accident, tu vois, où tu perds une jambe, ou un truc comme ça, ou pire, tu perds un proche, un enfant, etc. Ça, c'est exactement le genre de truc où tu veux revenir en arrière. Il y a des choses aussi du type où je peux me projeter assez facilement dans 20 ans, 30 ans, à l'époque des cancers et tout, me dire dès maintenant tu fais gaffe, tu bois pas, tu fumes pas, enfin en tout cas tu mets toutes les chances de ton côté pour pas te faire avoir par ça. Mais ouais, je pense que quand t'as pas eu une espèce d'accident qui change tout, ou que t'as pas perdu une personne que t'aimais beaucoup et t'aurais pu faire quelque chose pour l'éviter, a priori il y a assez peu de raisons de revenir en arrière. Donc ouais, et là ce que je vais partager, ça va être une réflexion là-dessus. Tu veux commencer ou je commence? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Écoute, je veux bien commencer. Donc en fait, je vais parler là de confiance en soi. En fait, j'aurais aimé peut-être réaliser un peu plus tôt à quel point la confiance en soi est importante. Alors, c'est en avoir. Dans mon cas, c'était avoir plus confiance en soi. Et peut-être dans la génération actuelle, c'est parfois avoir un petit peu moins confiance en soi. Mais en tout cas, avoir le bon niveau. Moi, quand j'étais jeune, j'étais pas mal impressionné par les titres, les statuts, la grosse boîte, etc. Donc, je faisais mes études de finance et tu me présentais quelqu'un qui était trader chez Goldman Sachs, mais c'était une idole, tu vois. Tu me disais, lui, il est director chez Ernst Young, enfin EY plutôt, tu vois, toujours le côté très anglo-saxon, les gros titres. Lui, il est MD, donc il est managing director chez, je sais pas quoi, il fait du M&A chez Rothschild, etc. Moi, tu montrais des gars en costard qui avaient la bonne tête de businessman, les gros titres ronflants, et puis qui te disaient, bah là, j'étais en conf call avec New York il y a 5 minutes, et puis je pars à Singapour la semaine d'après, etc. Moi, tu vois, j'étais impressionné par ça. Ça a des avantages, c'est que j'ai été humble, j'ai beaucoup appris,
Tu vois, je me suis pas mis trop en avant, etc. Et c'est pour ça que si je devais revenir en me disant, en fait, ce que j'aimerais pas me donner comme conseil, c'est l'inverse, c'est-à-dire le fameux, ce que les anglo-saxons appellent fake it until you make it. Tu sais, fais semblant et puis ça va passer. Et il y en a qui disent fake it until you become it. Donc tu fais semblant et à un moment tu vas le devenir. Donc tu mets ton costard, tu mets machin, tu parles comme une star de la finance et à un moment tu mets des gros mots que personne comprend et à la fin tout le monde va voilà, tu vas devenir une star du M&A. Donc en fait, ce que j'aimerais surtout, c'est pas forcément moi me mettre en avant et me dire, tu vois, hein, c'est plutôt réaliser la façade en fait que beaucoup de ces personnes ont. Même un truc tout bête, tu vois, quand j'ai commencé dans la finance, t'as pas mal de personnes qui parlent, qui sont bilingues ou qui ont un super accent. Bah moi, ça m'impressionnait. Tu vois, moi j'étais là avec mon gros accent franchouillard et ce genre de truc, et donc j'allais forcément, les premières années en tout cas, j'allais forcément m'écraser face à quelqu'un qui a les diplômes aussi, tu vois, j'étais dans une salle des marchés française, t'as la moitié, ils sont polytechniques ou centrales. Enfin, je dis la moitié, mais même probablement plus, enfin, en tout cas, une bonne moitié. Donc, tu vois, tous ces facteurs-là font que, bah voilà, moi, je me suis toujours vu, enfin, en tout cas, je me suis senti en retrait pendant très longtemps. Mais, petit à petit, j'ai vu la couche de vernis, là, que le gars qui parle super bien anglais, bah, tu peux parler super bien anglais et puis être un tocard, en fait. Être super bien habillé, être un tocard, avoir un super gros diplôme. Alors souvent, tu auras les neurones pour résoudre de grosses équations, ça en général, il n'y a pas de doute. Mais après, humainement, tu peux être zéro. Tu peux faire du M&A, mais avoir des grosses lacunes même dans la finance d'entreprise, etc., etc. Donc en fait, voilà, moi c'est ça que j'aurais aimé apprendre à une époque. Mais, et là il y a un petit bémol, comme je le disais, c'est que j'ai l'impression que la génération d'aujourd'hui, elle, c'est plutôt, tu vois, par exemple, à mon époque, aucune personne de 20 ans n'aurait pu se prétendre, enfin tu vois, en finance ou autre, meilleur que quelqu'un qui a 40 ans et qui a beaucoup d'expérience. Mais aujourd'hui, tout le monde a vu des tutos, et donc tu as toute une génération qui croit mieux savoir que tout le monde sur peu importe le sujet. En fait, tu regardes quatre vidéos et tu as l'impression de tout savoir. Donc je sais pas si ce conseil il s'applique à une grande partie de la génération d'aujourd'hui, mais en tout cas, moi, ça m'aurait servi. Et pour la petite histoire, et je termine là-dessus, pour la petite histoire, quand j'étais en Suisse, donc dans une banque privée, et que donc j'avais des équipes sous moi qui étaient plutôt côté opération, donc plutôt côté back office, donc eux voulaient passer au front office. Donc en banque privée, front office, c'est être le banquier privé qui va accueillir les gens qui ont 10, 20, 100 millions à placer, 1 milliard, 5 milliards, enfin bon, ça, donc vraiment, c'est des gens qui vont discuter avec ces personnes-là. Et il y a une personne de mon équipe qui voulait absolument faire ça et qui s'habillait vraiment un peu n'importe comment. Et un jour, je lui ai dit, écoute, si tu veux devenir banquier privé, commence déjà par t'habiller comme un banquier privé. Et il l'a fait. Et il s'est mis il est venu en costume tous les jours, etc. Un an plus tard, il a été embauché au front office, donc de cette même banque privée où je travaillais. Et j'avais oublié l'histoire. Et c'est 4 ans plus tard où je le recroise dans la rue à Genève. Et il me dit, tu sais Xavier, tu m'avais dit ça. Et le jour où tu me l'as dit, j'ai changé ma manière de m'habiller, j'ai changé mon état d'esprit. Parce qu'en plus, dans ce département, on parlait tout le temps aux banquiers en face, tout le temps au téléphone, etc. Donc il s'est dit, moi je me suis mis dans la peau de ces gens-là. Et il se trouve que ça a marché et j'ai réussi à avoir le poste que je voulais. Et je trouvais ça marrant parce que moi, j'avais totalement zappé et lui, c'était resté. Il y a le petit côté, la fake it until you make it, qu'il avait gardé. Donc, j'ai trouvé ça marrant. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que t'as vraiment les questions de horizontalité et de verticalité. Et il me semble qu'il y a effectivement un enjeu entre peut-être même notre génération, j'ai envie de dire notre parce qu'on n'a pas un trop gros écart et celle d'après. Aujourd'hui, à la limite, avoir un titre, c'est discréditant. Mm-hmm. Avoir un titre, avoir un statut, c'est quelque chose où t'as même pas encore ouvert la bouche et on va te dire ouais, c'est pas parce que t'as un titre que etc. Donc je pense qu'on est peut-être allé un petit peu trop loin dans l'horizontalité, alors que effectivement quelqu'un qui a un statut et qui ne mérite pas son statut, c'est quelque chose qui arrive tout le temps, mais c'est pas une raison pour balancer la hiérarchie, parce que il y a quelque chose qui est encore mieux que quelqu'un qui a pas les compétences et qui se dit je peux le faire. C'est quelqu'un qui a les compétences et qui a la bonne place, tu vois. Ça peut être une vraie source d'inspiration. Quelqu'un qui a la place qu'il devrait être et qui se comporte en accord avec son statut, c'est super important. Et on a besoin de figures comme ça.
Et moi, je suis très content d'avoir rencontré des profs qui savaient se comporter comme des profs, des médecins qui savaient se comporter comme des médecins, une directrice de thèse qui a très bien su se comporter comme directrice de thèse. C'est super important. Donc moi je suis toujours un petit peu embêté parce que d'un côté j'ai envie toujours de pousser les gens à se lancer, tu vois, t'y vas, tu te lances, tu démarres, etc. Mais t'as pas non plus envie de lancer des gens qui ont énormément de bouche et qui ont rien derrière. Donc c'est un petit peu le problème. D'un côté je suis à peu près convaincu que les choses qu'on apprend pour passer un diplôme sont pas absolument fondamentales, mais l'humilité qu'il y a à se soumettre à des examens, se soumettre à des épreuves, se soumettre à une sélection, c'est quelque chose qui est très important. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui avec cette volonté de pas se faire rabaisser, qui c'est noble en fait de se dire j'ai pas envie de rester à ma place, j'ai envie de dépasser ma condition. Mais la condition pour dépasser sa condition justement, c'est justement d'en passer par parfois de la vexation, de la privation, le fait que t'es en face de gens qui ils ont l'autorité, et tu te dis tu te tais, t'apprends. Des fois c'est des bonnes personnes, des fois c'est des mauvaises personnes, mais ça fait partie du jeu. Oui, c'est vrai. Après, les figures d'autorité, un peu, à mon avis, elles ont changé. C'est-à-dire qu'à mon époque, c'était clairement, les dirigeants de grosses boîtes, etc. Mais tu peux même mettre ça aujourd'hui sur les influenceurs. Par exemple, les gens qui ont, vraiment des grosses audiences. Mais la nouvelle génération, je pense même pas qu'elle ait énormément de respect pour ces gens-là. Tu vois ce que je veux dire? Il y a le côté de respect. Peut-être que à mon époque ou à notre époque, il y avait du respect qui était donné à des gens qui le méritaient pas forcément. Tu vois, le respect était donné un peu trop facilement dès que tu avais une certaine figure d'autorité, dès que tu étais professeur d'université, peu importe le titre, tu vois, dirigeant d'entreprise, etc. Tu avais tout de suite, on devait te respecter, c'est toi qui avais le savoir, quand tu parlais, on t'écoutait, et puis il fallait pas contredire. Donc là, ça basculait sûrement de l'autre côté. Et aujourd'hui, je pense que même les figures de cette génération, même les influenceurs, c'est les premiers à se faire tacler, tu vois, dans les commentaires ou autre, ouais, tu dis n'importe quoi, etc. Même quand ils sont légitimes. Donc c'est vrai qu'il y a sûrement à un moment un mouvement de balancier qui reviendra peut-être un peu plus au centre. Alors moi la première chose, ça va être pour compléter, pour rebondir sur ce que tu as dit. Moi je dirais que la première chose que je me dirais, ce serait la vie c'est long. Pourquoi me dire la vie c'est long? Parce que tu sais, moi j'ai aussi eu ce sentiment qu'il y avait tu sais, par exemple, moi, mon truc, c'était Sciences Po. Je rêvais d'entrer à Sciences Po, je rêvais quand je voyais des gens qui étaient à Sciences Po, je me disais, mais ces gens, ils ont tout gagné, c'est absolument génial. Et puis, tu vois, moi, je viens de province, et quand tu vois le bâtiment de Sciences Po, que tu vois la rue dans laquelle tu vois les étudiants qui sortent de Sciences Po, je me disais, mais c'est absolument génial. Et puis, ils avaient des profs qui avaient des noms connus, tu vois, des superstars éthiques du type Dominique Strauss-Kahn, la classe. Ouais. Mais donc, en tout cas, le truc, c'est que, j'ai longtemps abordé ça un petit peu avec une forme d'envie, tu vois. Le truc, qu'est-ce que j'aimerais être à leur place? Qu'est-ce que j'aimerais être à leur place? Et si tu y es pas, si t'arrives pas à être à leur place de ces gens que tu admires ou que tu envies, tu te dis, ouais, j'ai raté quelque chose. Mais en fait, la vie, c'est super long, tu vois. C'est ça que je me serais dit, c'est que la question, c'est pas tellement est-ce que tu rentres dans cette école de Sciences Po, la question, c'est qu'est-ce qui se passe à la sortie. Et le résultat, c'est que, alors à la sortie de cette école, j'en ai recroisé qui étaient rentrés alors que j'étais pas rentré, et je suis beaucoup plus heureux de ma situation que de la leur. Donc il y a vraiment ce truc qu'il y a des fois on peut se dire je n'arriverai jamais à faire ça, c'est trop tard, j'ai laissé passer ma chance, mais en fait c'est long. Et si on n'arrive pas à rentrer par la porte, on peut rentrer par la fenêtre. Et donc c'est vraiment ça que je me serais dit. Donc c'est lié à ça, et c'est lié aussi au sentiment d'avoir des lacunes. Du type j'ai des grosses lacunes en maths, je suis quelqu'un qui suis mauvais en maths, alors qu'en fait c'est long, tu vois, la vie. Et c'est pareil, si tu mets 3 ans à te dire voilà, d'ici à ce que mes enfants rentrent je sais pas moi au collège, je serai super bon en maths et je pourrais les aider, et après je vais les accompagner, je vais repasser pour le programme de seconde, de première, de scientifique, etc. La vie c'est long. Donc c'est vraiment ça que je me dirais, c'est que effectivement quand on a notre échelle de peut-être qu'on est un petit peu plus jeune, on a l'impression que tous les échecs sont définitifs. En fait c'est beaucoup plus long. Et surtout aujourd'hui, une fois qu'on s'est dit mais non, mais il y a pas de raison de se dire je suis mauvais là-dedans, on peut commencer à l'apprendre. Tu vois, j'aurais pu me dire aussi la finance c'est vachement cool, c'est un domaine qui me plaît beaucoup, mais j'ai pas de diplôme là-dedans. Donc je vais pas me lancer dans ce domaine-là, je vais laisser à ceux qui savent. Et en fait, tu peux y aller de façon humble. Tu peux y aller en te disant je vais y aller parce que ça me plaît.
je vais y aller parce que j'ai envie de progresser dans ce domaine, ça va être un défi de progresser dans ce domaine. Et en fait, c'est long. Et le fait d'avoir commencé à m'intéresser à ça, bah dans 10 ans, je serai un peu plus crédible. Dans 20 ans, je serai encore un peu plus crédible parce que la vie, c'est long. Donc c'est Mhm. vraiment un conseil que je me serais donné. Ça permet de se dire, la question c'est pas est-ce que tu as réussi ou pas. La question c'est est-ce que tu le veux. Et si tu le veux, tu mets des efforts et le temps fera le reste. Vraiment, il faut pas se retenir de faire des choses, surtout si ce qui vous retient c'est la peur. Ça c'est le meilleur moyen d'accumuler un maximum de regrets. Et ce qui fait qu'aujourd'hui j'en ai très peu, c'est que je me suis rattrapé sur beaucoup de choses. Moi j'ai découvert l'investissement, j'avais déjà plus de 30 ans, mais c'était pas encore trop tard. Et même si vous découvrez l'investissement vers 40 ans, c'est pas encore trop tard. Mais il faut le faire parce que l'investissement ça permet quoi? Ça permet de gagner la chose la plus importante sur Terre, à savoir le temps. Quand vous voyez les dividendes qui arrivent comme ça sur mon portefeuille mois après mois, ce que ça fait, c'est que ça m'achète du temps, ça m'achète de la vie. Pourquoi? Parce que ça, c'est de l'argent qui arrive sur mon compte sans que j'ai à travailler pour le faire. Ça veut dire que je peux disposer du temps que j'aurais dû consacrer pour gagner cet argent. Et là, vous voyez qu'on est encore sur des montants modestes, voilà, 268, 434, on est sur des montants qui sont modestes, mais regardez la vitesse à laquelle ça croît, et ça va continuer de croître. Et donc si je vous montre ça vidéo après vidéo, c'est parce que vous verrez quand j'aurai 2000 euros de dividendes par mois, et ça va arriver, et ça va arriver sans doute assez vite, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai créé une micro-entreprise dont j'utilise tous les revenus pour investir. C'est ce que je documente sur la page Patreon, dans la série Entreprendre en France notamment. J'ai créé une micro-entreprise, je vous montre comment je la gère, comment j'augmente mes revenus avec ça, dans le but de pouvoir investir plus pour gagner plus de temps. Il n'y a rien de plus important que ça, mais il faut s'y mettre le plus vite possible. Tiens, le soleil est revenu. Ça, c'est quand même fou. Ça fait 2 semaines que je ne l'ai pas vu, et il revient exactement pour arriver en plein dans ma face pendant que je fais une vidéo, mais bon, on est content de le voir, on l'embrasse. Bref, n'attendez pas avant de commencer à investir, n'attendez pas avant de mettre en place des systèmes pour augmenter vos revenus et pour pouvoir vous acheter au fur et à mesure un flux continu d'argent qui va progressivement se substituer aux revenus de votre travail, et ça veut dire que vous pourrez utiliser votre vie à faire ce que bon vous semble. Ça me fait marrer là, vous voyez, on a un début de mois d'août qui va être absolument pourri. Enfin, je dis que ça me fait marrer, c'est pas gentil. On va avoir un début de mois d'août qui est absolument pourri. Donc imaginez les mecs qui ont attendu toute l'année, ils ont attendu toute l'année pour avoir 2 semaines de vacances, etc. Et ils prennent leurs 2 semaines de vacances et ils se tapent un temps pourri. Pour obtenir ces vacances, ils ont dû les demander à un patron, il y a eu des espèces de discussions dans la boîte, je prends mes vacances là, je prends mes vacances... Mais quel enfer! Quel enfer! Il faut sortir de cet enfer, il faut sortir le plus vite possible de cet enfer, et même si vous devez encore tirer quelques années de salariat, le fait d'avoir commencé à encaisser des dividendes, eh bien ça vous permet de briser des maillons de vos chaînes. C'est super important, vous pouvez vous créer ce petit îlot de liberté dans un monde d'esclavage. Commencez à investir. Et vous savez que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, mon lien affilié vers le courtier de Giro, et ce qui est chouette, c'est qu'en suivant ce lien, vous bénéficiez de 100 euros de frais de courtage remboursés, ce qui veut dire que vous pourrez ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Profitez-en, allez conquérir votre liberté, et moi, je continuerai vidéo après vidéo à vous motiver à investir et également à entreprendre. Prenez bien soin de vous, et on se retrouve très vite pour de prochaines news.